Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la partie écriture de la donnée. Donc on a un client qui a une donnée qui est représentée en jaune et il doit l'écrire dans le cluster, sur un nœud. La question c'est où est-ce qu'il va écrire, qui il va contacter pour écrire la donnée, à votre avis? Qui pense qu'il va aller contacter la bonne réplica du premier coup? Ah, vous avez raison. En fait, il va contacter n'importe quel nœud, n'importe lequel. Le système est symétrique. Donc en pratique, il va avoir une pool de collection vers différents nœuds Cassandra, parce que s'il pointe toujours vers le même et que c'est justement ce nœud qui tombe, pas de chance. Donc il pourra contacter n'importe lequel. Maintenant qu'il sait qui contacter, et on sait qu'on a un replication factor de 3, je ne l'ai pas noté mais c'est bien 3. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va attendre que la donnée se propage sur tous les serveurs ou pas? Dans les bases de données traditionnelles, on ne se pose pas la question, c'est quand on écrit, on écrit. Voilà. Et soit ça marche pas. Avec Cassandra, c'est un petit peu plus subtil. Et là, un nouveau vocabulaire, un nouveau mot de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle le tunable consistency. En gros, c'est vous allez pouvoir choisir si vous attendez de l'avoir écrit sur un serveur, sur 2, sur 3. En fait, le client lui-même va dire à Cassandra, voilà Cassandra, moi, je te demande de me dire que tout est OK si tu as réussi à écrire, par exemple, sur un nœud. Voilà, ça me suffit. Ou sur plusieurs nœuds, on va voir. Donc c'est bien le client qui spécifie ça. Donc un bon développeur, il pourrait rendre ce paramètre configurable. Alors il y a différents niveaux de consistency, il y a différents niveaux de consistance. Le premier niveau, il s'appelle one. Alors vous avez deviné ce que c'est. On va attendre pour une donnée. Donc le client contacte n'importe quel nœud en spécifiant qu'il veut un consistency level de 1. Ce nœud-là va contacter de manière synchrone une des réplicas, pas forcément N1, hein, une des réplicas. Une fois qu'il a choisi cette réplica, en fait il va contacter les 3 réplicas, mais il va attendre une seule réponse de manière synchrone. Et il va répondre que tout va bien au client. D'accord? Et l'écriture sur les autres réplicas va se faire de manière asynchrone. Alors il va choisir un... Pourquoi... Alors pardon, la question? Pourquoi c'est écrit sur N1 et pas sur N6? Alors, j'ai pas noté, mais dans mon slide, en fait, je suppose que la donnée qu'on veut écrire a un token qui tombe entre N0 et N1, et que donc, la donnée doit être écrite sur N1, N2 et N3. En fait, j'ai repris un peu pareil que tout à l'heure. Et on pourrait se dire, voilà, le client, pourquoi il n'a pas contacté directement N1 hein? En fait, le client... On va dire Hector, lui, ne connaît pas, n'a pas cette notion de ring et ne sait pas faire le calcul de hachage. Astyanax, un autre client, celui fait par Netflix, lui, va interroger Cassandra, va interroger le cluster, va interroger un des nœuds et va dire « Ah, sur quel nœud je dois écrire la donnée ?» Et on va lui renvoyer l'adresse du nœud et il va écrire directement sur le bon nœud. Mais ça peut paraître surprenant, mais quelque part... Ça marche bien quand même. Donc, la donnée est écrite sur N1, vraiment parce que le token qui correspond à la row qu'on veut écrire est entre N0 et N1. Alors, dans le cas où N1 est tombé, très bonne question, il ne va pas choisir N1, il va choisir, je sais pas, N3, N2. En fait, on va voir Cassandra a une vision de l'état du système et va toujours se débrouiller pour choisir le nœud qui répond le mieux. Pas forcément. Il aurait pu choisir... Alors, est-ce qu'il va forcément toujours taper sur la première réplica? Pas forcément.
Ouais. Est-ce qu'on peut choisir une consistency de 0 pour avoir une écriture ultra rapide? La réponse est oui. On va voir, ça s'appelle pas 0, ça s'appelle any. Et on va voir ce que ça permet de faire. Donc ce qui se passe en background ensuite, vous l'avez deviné, c'est qu'en fait le nœud N6, une fois qu'il a répondu OK au client, le client lui il est content, tout s'est bien passé pour lui, il va répliquer la donnée sur N2 et N3. Bien OK en background. Deuxième exemple, on refait la même demande, on veut écrire en one, on écrit, on nous répond OK. Mais en background, qu'est-ce qui se passe? On a un chaos en background. Dans ce cas-là, le client, lui, n'est pas au courant qu'il y a eu un chaos en background. Et il s'en fiche parce que son contrat avec Cassandra, c'était juste de s'assurer que la donnée était écrite une fois. C'est ce qu'il voulait. S'il avait voulu en savoir plus, il aurait fallu qu'il demande un autre consistency level. Donc on verra ce qui se passe après, sur ce nœud où on n'a pas pu écrire. Troisième exemple, imaginons que les trois nœuds sur lesquels on doit écrire la réplica soient KO, et que Cassandra le sache, que le nœud N6 le sache. Dans ce cas-là, le nœud N6 ne peut pas remplir son contrat auprès du client, et donc il va répondre KO au client. D'accord ? Il ne va même pas chercher à faire quoi que ce soit, il répond KO au client. Là, dans ce slide, je suppose que que N6 sait à l'avance que le nœud n'est pas joignable. Non. Alors, est-ce qu'on va recalculer le token range? Mais je pense que tout le monde a entendu, donc j'ai entendu. Non, on ne cherche pas, il n'y a pas de recalcul automatique des token range. C'est vraiment quelque chose qui se fait de manière administrative. C'est un administrateur qui devrait dire... voilà, ces trois nœuds sont tombés, j'informe les autres nœuds qu'ils sont tombés. Ok ? Alors on va parler d'un deuxième consistency level qui s'appelle quorum. Quorum, en gros, c'est la majorité. Et c'est... Alors celui où on ne sait pas à l'avance où ils ne sont pas là et on arrive à écrire sur aucun, ça va être pareil en fait. Ça va être pareil. Je vais peut-être... Il va répondre KO, ouais. Ouais. En fait, ouais, il y a plein de cas que j'ai pas mis, mais il y en aurait d'autres à faire. Ouais. Mais on va voir, vous allez comprendre. Donc le quorum, consistency level quorum, ça veut dire la majorité, c'est la majorité par rapport au replication factor. C'est-à-dire un replication factor, si c'est 3, le quorum, ça va être 2. Ça veut dire il faut qu'on réussisse à écrire au moins la donnée sur 2 nœuds avant de répondre au client qu'on est OK. OK ? Est-ce que ça peut permettre, quand on a un CL de 1 sur le multiplication factor de 3, quand on écrit sur 1, si en parallèle il y en a un qui demande la donnée et qui tombe sur 2 parce que le token lui a dit tiens choisis 2, il ne verra pas de suite la donnée parce que la réplication... Alors on va voir ça aussi après, ça, on va voir tout ça. C'est qu'est-ce qui se passe si on lit juste derrière? Est-ce qu'on va lire une ancienne donnée? Est-ce qu'on lira 0 donnée? On va voir. Là j'essaye de progressivement vous amener justement, vous posez toutes ces questions, c'est très bien. Donc en quorum, le contrat que passe le client, c'est réponds-moi OK si tu as réussi à écrire sur 2 nœuds. D'accord. Donc là tout se passe bien, c'est le premier exemple, c'est le mode nominal. Et puis en background, on va juste écrire sur un nœud et tout se passe bien. Deuxième exemple, tout se passe bien a priori, donc le contrat est respecté, mais en background, on est KO. C'est en fait un petit peu la même chose que ce qu'on a vu avec One. Okay. Il y a d'autres cas. Imaginons qu'on ait réussi à écrire sur le premier nœud, mais que sur le deuxième, on n'ait pas réussi. Eh bien, on va répondre KO au client. D'accord ? Là où ça doit commencer à vous chatouiller le cerveau, c'est que la donnée, on l'a quand même écrite sur un des nœuds, et pas sur l'autre. Et un quatrième exemple, imaginons qu'on ait 2 nœuds qui soient down,
Le client demande à N6 d'écrire les deux données, la donnée. N6 va dire, bah moi, je ne sais pas faire. Ce contrat-là, il faut l'écrire sur 2 nœuds, il n'y a qu'un seul nœud qui est up, je ne sais pas faire, j'écris pas. Et il va répondre KO au client. Alors, il y a un autre consistency. Ah, alors. Une question ? Ouais. Alors, la question c'est est-ce qu'on envoie des réponses? En fait, ce qui se passe, il me semble que c'est on va envoyer nos demandes à tout le monde et on va récupérer les premières réponses. On va bloquer sur un certain nombre de threads, on va dire. Et l'autre question, c'est tu te disais, c'était celui-là, c'est ça? Ce slide? Ouais, mais en même temps, alors là-dessus, c'est une bonne question. Imaginons, en fait, c'est une bonne question. Est-ce qu'il va... En fait, il attend les premières réponses, je pense. Hein. Est-ce que je dis une bêtise? Il attend les premières réponses. Si les premières réponses qui viennent, c'est un OK et un KO, dire c'est KO. C'est bien ça? S'il y a un KO, il attend. Ah, C'est-à-dire que si, donc sur cet exemple-là, par exemple, si c'est un quorum, si N1 répond OK, il attend une deuxième réponse, et au pire, il attend jusqu'à un certain timeout qui est configurable. Et s'il y a une autre réponse dans ce timeout, il dit OK, j'ai eu 2 personnes. Et s'il n'en attend qu'une à la fin du timeout, il dit désolé. Alors, si c'est avant qu'une machine n'est pas là, il n'essaie pas de l'interroger. C'est la différence. Donc la réponse va être la même que la machine soit, que Cassandra sache que la machine est morte ou pas. La réponse va être la même à la fin, ça ne change rien. La seule différence, c'est que si elle sait qu'elle est morte, il n'essaie pas de l'interroger, il va vous dire tout de suite qu'il n'arrivera pas à répondre à la question. Alors des fois, il y a besoin d'attendre un time-out avant de pouvoir dire non, désolé, on ne peut pas répondre à la question. Et l'exception ne sera pas tout à fait la même, mais en pratique, c'est la même chose. Là, dans le cas présent, ça attend la réponse de 3, si c'est OK. C'est OK pour le client, voilà. Si c'est KO, c'est KO pour le client. C'est ça. Le KO, c'est une absence de réponse. Enfin, il y a 2 choses. Il y a soit on sait que c'est KO avant de commencer, soit on n'a pas de réponse. Ce qui revient au même. C'est juste le délai qui change. ouais. Mais vous suivez bien. C'est bien. C'était un piège. Ouais. Une autre question alors. Consistency level, c'est l'écriture sur le disque ou l'arrivée sur la mémoire du serveur? Alors un OK, on verra par la suite ce que ça veut dire de renvoyer OK, c'est on a bien une écriture sur le disque. Hein. C'est bien durable. Probablement il faudrait changer ce slide. Donc là c'est l'exemple dont parlait Sylvain, mais on l'avait déjà vu. Voilà. Donc en all, vous avez deviné, donc all ça veut dire on écrit sur toutes les réplicas. Donc le mode nominal, je vais passer vite, classique. Un deuxième exemple, bah, si on n'arrive pas à écrire sur un des 3 nœuds, eh ben on répond KO. Là c'est juste évident quand on est en all. Et puis si on sait à l'avance qu'un nœud est down, on va même pas chercher à écrire sur les 2 autres nœuds, on répond KO direct. On n'a pas réussi à remplir notre contrat. C'est perturbant. Hein. Donc voilà, petit sondage. Normalement, vous devez être en train de vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait des cas où on a écrit sur un nœud, mais pas sur l'autre, et on a dit KO au client. Donc moi, je ne vais pas vous donner la réponse, c'est vous qui allez me la donner. À votre avis, est-ce qu'on va faire des rollbacks ou pas? Avant de prendre les questions, je fais le petit sondage. Qui vote pour un rollback? Qui vote pour un rollback? Allez, n'ayez pas peur de vos idées. Qui vote pour pas de rollback? D'accord. Mais il n'y a pas de rollback. Il n'y a pas de rollback. Et c'est assez perturbant parce que vous avez vu qu'il y a des cas où on a dit KO au client. On a dit KO. Et pourtant, on a quand même écrit la donnée. Donc c'est au client de savoir
Il faut qu'il sache ça, il faut qu'il ait conscience de ça, le client. C'est un contrat. Le contrat, il est juste là pour vous informer qu'on n'a pas réussi à faire le quorum. D'accord ? Moi, j'aimerais bien que Cassandra réponde et dise, en fait, le contrat qu'on a rempli, c'est one. Voilà, c'est ma demande, j'ai déjà dit à Sylvain. Ce serait, même si on s'en sert pas, ce serait plus satisfaisant intellectuellement. D'autant plus qu'une fois que le nœud va réapparaître, la donnée va être répliquée correctement. Ah ouais, on n'a pas le choix. Là, comme on ne fait pas de rollback, il va falloir qu'on fasse l'inverse d'un rollback. Ils aiment bien le vocabulaire, c'est l'anti-rollback en fait qu'on va faire. On va faire de l'anti-entropie en fait. Alors, il y avait d'autres questions, je crois. Alors, quelqu'un qui n'a pas posé de questions. Alors c'est la même chose. Comment le client va traiter les erreurs qui sont remontées? Aujourd'hui, les erreurs vont être la même quelle que soit la situation. Un chaos, c'est un chaos. C'est justement ce que je disais, ce serait bien d'avoir plus d'infos. Si vous êtes ça va être au niveau fonctionnel à vous de réagir en fait. À vous de réagir, de décider soit de retenter, soit plutôt d'essayer de dire en fait je vais effacer. Voilà. Non, non. Alors, est-ce qu'il y a une commande magique rollback, ce que je viens d'essayer de faire? La réponse est non. Mais oui, peut-être qu'un jour, il y aura ça. Alors, quand même, là, moi, je vous parle de tous les cas aux limites. Hein. Dans la vraie vie, ça se passe bien. Tout ça, on va chercher les cas tordus. D'accord? Et il y en aurait d'autres. Il ne faut pas se dire, résumer Cassandra à ça, il n'y a que les cas tordus tout le temps. C'est 99,9% du temps, vous allez être dans le mode nominal. Hein. D'accord? Maintenant, on va voir ce qui se passe quand, justement, on a ces cas tordus. Ouais. Alors si on est en hall, si le nœud 6 sait qu'il y a un des nœuds qui manque, ouais, c'est KO tout de suite. C'est KO tout de suite. Voilà, c'est ça. Exactement. Quand on est en hall, dans ce cas-là, il sait à l'avance que N2 est down, il va même pas essayer d'écrire sur N1 et N3. D'accord ? Alors que par exemple dans ce cas-là, il ne sait pas encore que N2 est down, voilà, il n'a pas été informé. Normalement il le sait, mais il y a toujours les cas limites, et c'est bien ça que je prends là. Il va du coup écrire sur N1, N3, et puis par exemple N2 va tomber en timeout par exemple. Dans ce cas-là, il va dire bon je réponds KO au client. Alors, le cas où N6 tomberait en panne, si N6 ne peut pas en répondre, le client va peut-être être en time-out ou ce genre de choses, il ne saura pas. Là, c'est au client de choisir un nœud qui soit plat. Le client, lui, il a une pool de connexion vers différents nœuds. Oui, on pourrait imaginer qu'à ce niveau-là, il a réussi à écrire et puis il meurt pile au moment où il doit répondre. Un autre cas aux limites. Ça ne doit pas être facile à simuler, mais... Oui. David. Quand il n'arrive pas à écrire sur un nœud, le nœud, à ce moment-là, il est marqué automatiquement comme n'étant plus disponible à Alors on va voir ça. On va voir en fait. On va voir. Oui, en écriture, les données se font directement sur le disque ou bien les données sont stockées dans une mémoire avant d'être écrites sur le disque? Les deux, et on va voir ça en détail après. On va voir exactement tout ce qui se passe au niveau de l'écriture et au niveau de la lecture. Le micro est pas loin, prenez le micro, ce sera plus simple. Une petite question sur la configuration du client. Et il doit connaître, on doit avoir les adresses des différents nœuds, de tous les nœuds. Oui.
Le client peut les découvrir, on me dit. C'est-à-dire, il peut récupérer, c'est ça, il se connecte à un nœud et il demande l'adresse du cluster, d'accord. Enfin, voilà. L'API Hector permet de découvrir les nœuds. Une autre question? Quelques autres questions? Alors, oui, alors. La granularité, c'est-à-dire on le configure plutôt au niveau de la colonne family, du keyspace. Alors, le consistency level, c'est le client qui, au moment de sa requête, le spécifie. Donc, par requête. Voilà, ça n'a rien à voir avec la colonne family, c'est vraiment par requête. D'accord. Le replication factor, souvent, en fait, quand on débute, on mélange tous ces concepts. Le replication factor, c'est quelque chose qu'on définit au niveau du keyspace, c'est-à-dire on a un groupe de colonnes family et partagent le même replication factor. Consistency level, c'est vraiment par requête. Ah, il y a plein de questions. Alors, on va donner le micro à peut-être quelqu'un qui n'en a pas posé encore. Donc, la question, c'était est-ce qu'il y a un niveau de consistency level qui on va dire, conseillé, quoi, standard Alors, on va voir ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que on enchaîne un petit peu. Je fais une pause juste après, et puis, on reprend des questions juste après. Donc, il n'y a pas de rollback. Donc, ça répond déjà un peu aux questions. La donnée, on va être obligé de la propager. Et la question, c'est comment on va propager la donnée. Il faut vite qu'on rétablisse cette situation de crise pour dormir tranquille. Et ce qui va se passer, par exemple, dans ce cas-là, où on est en quorum, on savait que le nœud N3 était down, le nœud N6 savait que N3 était down. Il a quand même réussi à remplir son contrat parce qu'on est en quorum. Ce qu'il va faire, c'est il va s'écrire sur lui-même la donnée qu'il n'a pas pu envoyer à N3. D'accord? Et on appelle ça, ce mécanisme, le hinted handoff. Ça, c'est quelque chose qui existait dans Amazon, Dynamo, et qui avait été proposé par des chercheurs, je ne sais plus. C'est pas Cassandra qui l'a inventé, mais c'est utilisé. Et la donnée qui est écrite sur N6, on appelle ça un int. D'accord? Moi, j'imagine ça comme un post-it. Voilà. Il a un post-it qui est accroché à l'intérieur du serveur. Et il sait que il faudra rejouer ce petit int. Okay? Un point important, c'est que le int, on verra pourquoi c'est important, il a un TTL. D'accord? Le int, on ne va pas accumuler des ints. En gros, N6 ne va pas jouer le rôle de N3. Il est sympa, il garde le int, par défaut il va le garder 1 heure, mais il ne va pas se charger la mule pour quelqu'un qui ne veut pas faire son travail. Et quand N3 revient dans le ring, N6 va le détecter et va lui dire « Tiens mon gars, voilà la donnée que tu avais loupée tout à l'heure ». Alors dans les premières versions de Cassandra, il y avait un petit problème de flood. C'est-à-dire que si N3 était absent trop longtemps et qu'il y avait eu beaucoup de demandes en écriture pour lui, dès qu'il revenait dans le réseau, il se faisait inonder de int. D'accord? Et en fait, il s'écroulait, le pauvre. Donc maintenant, il y a un réglage, on peut régler quel est le throughput des ints qu'on envoie à N3 quand il revient, de manière à le ménager. Donc ce qu'on vient de voir, c'est le premier mécanisme de reprise sur erreur. D'accord? J'ai parlé du TTL. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si le int expire? Il faut trouver un autre mécanisme. Alors je vais revenir sur un des consistency level qu'on n'a pas vu, mais maintenant qu'on connaît le hinted handoff, on peut en parler. C'est le consistency level any qui va nous permettre d'écrire, même si, par exemple, toutes les réplicas sont KO. D'accord? Quoi qu'il arrive, on pourra écrire. C'est le contrat any. Et on pourra écrire, en fait, on n'écrira pas sur une réplica, mais on écrira un petit int sur le serveur qu'on a contacté. Donc si on veut que la demande d'écriture réussisse toujours, enfin à moins qu'on n'ait pas réussi à écrire de int, mais il n'y a pas de raison, enfin si, il pourrait... Je sais pas, pile au moment où on veut écrire, le disque est plein, il pourrait y avoir des problèmes. Mais pour maximiser nos chances
pour dire voilà on a écrit, et pas se retrouver dans la situation où on voit les 3 KO et on fait rien. Là on peut dire non, on force l'écriture d'un int. Et on appelle ça le consistency level any. Maintenant la question c'est comment on fait pour savoir que qu'un nœud est down, qu'un nœud est up, etc. Qu'un nœud revient dans le ring. Dans Cassandra, il y a du peer-to-peer, en fait. Et il y a ce qu'on appelle le gossip protocol. En fait, tous les nœuds, toutes les secondes, ou à peu près toutes les secondes, ou toutes les 3 secondes, je sais pas, vont aller contacter entre 2 et 3 nœuds du ring qui sont autour d'eux pour échanger des informations avec eux. Des informations sur notamment, voilà, moi je sais que lui est up, que lui est down, etc. Et tout est fait pour que l'info se propage vite dans le cluster, d'accord, et qu'il n'y ait pas de formation d'îlot. Ok. Donc c'est vraiment ça permet aussi quand on démarre un cluster Cassandra que les gens fassent connaissance et qu'ils sachent que N4 sache que N0 existe. Bonne question. Donc je reviens un petit coup en arrière. Si on contacte... Non, alors... non, si tu contactes directement la réplica, il s'écrit sur lui, il n'a pas besoin de s'écrire un int sur lui. Mais il peut écrire un int sur lui pour une des autres réplicas qui serait KO. Si, il saura. Il va l'écrire pour lui et il va aussi s'écrire un int en plus. Il n'y a pas de raison qu'il change de mécanisme parce qu'il a aussi la réplica. Hein? Une autre question. Oui, on s'assure qu'on a écrit le int avant de répondre OK. Alors dans les autres consistency level, on ne tient pas compte du int. Hein. Souvenez-vous, il y a le int qui est écrit de manière asynchrone là. Hein. C'est juste, on voit que c'est KO, on ne tient pas compte du int. Il n'y a que dans le consistency level any qu'on tient compte du int. Voilà, c'est ça, exactement. Mais comme il l'écrit en local, il y a de grandes chances qu'il l'ait déjà écrit au moment où il répond OK. Mais on ne va pas attendre pour ça. Alors il y a un petit truc quand même, vous devez vous dire, mais quand on démarre le cluster pour la première fois, comment les nœuds savent qui est où? En fait, il y a quand même une petite dissymétrie dans Cassandra, dans la conf, c'est qu'au démarrage, vous allez indiquer à Cassandra des points de ralliement, en fait des nœuds que tout le monde devra contacter au moins une fois pour pouvoir échanger des infos. Et on appelle ça des seeds. Alors ceux qui téléchargent des films savent ce que c'est. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, seed, ok. Et il y a un mécanisme de détection d'erreur pour savoir si un nœud est down ou up, qui n'est pas juste basé sur le truc d'avant, où je dis, tiens, j'arrive pas à contacter celui-là, donc il est down. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, dans le gossip, on va chercher à contacter, par exemple, plutôt les nœuds qui sont down. Dans les 3 nœuds qu'on va essayer de contacter toutes les secondes, on va plutôt privilégier aussi ceux qui sont connus pour être down. Comme ça, dès qu'ils reviennent dans le réseau, on sait qu'ils sont up immédiatement. Mais pour savoir si un nœud est down, en fait, c'est un mécanisme assez élaboré qui a été repris de Dynamo, et puis il y a des papiers là-dessus. Vous pourrez regarder. Ça s'appelle le Phi Accrual Failure Detector. Et le principe, je vais le faire la version vraiment très courte, c'est qu'on ne va pas répondre oui ou non, en fait. On va donner une probabilité que le nœud soit up ou down. Et on va baser ça sur les mesures, en fait, sur les demandes de gossip que chaque nœud reçoit. Il va recevoir des demandes qui venant d'autres serveurs, et il va mesurer l'intervalle entre ces demandes. Par exemple, s'il y a des problèmes réseau, les demandes vont arriver peut-être plus espacées, ou on va en louper une sur 3, etc. Et on va sampler ces intervalles de temps
Ils vont faire une petite étude probabiliste et se dire, voilà, normalement on devrait recevoir une demande, mais on l'a pas reçue, du coup on n'est pas bon. Je vais pas rentrer dans les détails, en plus je maîtrise pas. Donc la question que normalement vous vous posez aussi, c'est que fait-on une fois que le int a expiré si on n'a pas réussi à le recopier sur un autre nœud? Donc là, il y a un deuxième mécanisme, on va voir un deuxième mécanisme de reprise sur erreur, qu'on appelle l'anti-entropie, et qui va être déclenché par l'administrateur. Imaginons que N3 sur ce schéma a été KO pendant un certain temps, un temps supérieur au TTL du int. Quand on le ramène dans le réseau, quand on redémarre la machine ou quand on rebranche le câble réseau, eh ben, il va falloir qu'un intervenant extérieur dise à N3, N3, il faut que tu cherches à resynchroniser tes données avec les autres parce que tu as dû louper quelque chose. Donc avec une petite console, on se connecte à N3, on lance la commande. Ça se fait via JMX en fait. Et la commande s'appelle node repair. Et ce que N3 va faire, il va aller comparer un petit peu ces données avec les autres nœuds et récupérer ce qui lui manque. Là, on voit que le int a été mis à la poubelle par N6. Ça va? Oui. Ah. Alors, est-ce qu'on sait quand il faut lancer un node repair? En général, il faut lancer un node repair quand on ramène une machine dans le réseau et que la machine a été down assez longtemps. Après, en pratique, on dit aussi qu'il faut régulièrement, de temps en temps, quand même lancer des node repair et on verra la périodicité. Ah bah... Voilà. Très bonne remarque. Donc tout le monde a peut-être entendu. Donc imaginons que N6 est un int, mais que N6 tombe avant l'expiration du int. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on redémarre N3, on peut quand même faire le node repair. Ou alors on se dit on le fait pas et on attend que N6 redémarre vite. Et puis quand N6 redémarre, voilà. Alors, le micro est là-bas. Si on a deux data centers, on peut faire deux rings? Oui, bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Et j'ai une deuxième question. Et le problème, c'est que si en fait N6 tombe et N3 en haut, il n'a pas eu son int parce que c'est 2 secondes, il n'a pas eu la part reçue. Comment la question en fait, c'est est-ce qu'il faut de temps en temps appeler cette commande pour resynchroniser? Combien de travail Alors, tous les combien faut on verra qu'en gros, dans la doc, on dit qu'il faut le lancer node repair au moins tous les 10 jours, même sur un système sain. Mais il peut y avoir des petits loupés qu'on ne maîtrise pas, ce genre de choses. Alors, il y avait d'autres questions. Je prends les questions, ça me permet aussi de voir... ça aide tout le monde, je pense. Donc en fait, le int, faut vraiment le voir juste pour les micro-coupures réseau, quoi. Exactement. Le int, c'est pour les premiers mécanismes, pour les petites coupures réseau, ou alors on a éteint la machine 5 minutes pour mettre une barrette mémoire et on l'a rallumée, ce genre de choses. Est-ce que les nœuds peuvent savoir qu'ils ont été isolés du réseau ou qu'ils ont été éteints, et au redémarrage par exemple, ou au moment où ils reprennent connaissance du réseau, c'est-à-dire je m'auto-node repair Alors, pour un nœud, on verra que si un nouveau nœud arrive dans le réseau, par défaut, il va s'auto-repérer, on va dire, il a 0 données, donc il va aller les chercher, il n'y a pas besoin de lui dire. En revanche, un nœud qui avait déjà des données et qui revient dans le réseau, lui, il faut lui dire répare-toi. Le node repair, ça peut quand même être assez gourmand, ça peut même être très très gourmand, donc c'est quelque chose déjà, on ne va pas lancer un node repair sur tous les nœuds en même temps, par exemple. Je vous prie de m'excuser, je voudrais revenir sur le protocole Gochi. Pour un cluster One, quels sont les systèmes au niveau de la sécurité principalement? Et puis aussi, peut-être,
tant qu'on y est, si on part un peu sur la sécurité, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'encrypter les données avec par exemple une clé du client ou quelque chose comme ça? D'accord. La question c'est en gros, est-ce qu'on peut avoir un réseau sécurisé Cassandra? Alors il y a ces options-là, moi je les ai pas utilisées, mais on peut faire du SSL entre les nœuds. Hein, donc on verra que les clusters aussi peuvent être dispatchés sur 2 data centers. On peut avoir une option de faire du SSL uniquement entre les data centers, ou faire du SSL uniquement par exemple entre les armoires d'un même data center, ou alors du SSL partout. Dans ce cas aussi, est-ce que Cassandra pourrait ne pas gérer directement les connexions entre les machines, mais cette fois-ci au niveau du système d'exploitation? Je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que Cassandra ne pourrait pas faire office aussi de VPN directement? Ça, je sais pas. Là-dessus, je sais pas. Est-ce que Cassandra peut faire VPN aussi? Non. Cassandra, l'idée, la philosophie de Cassandra, c'est essayer de faire entre guillemets, les choses relativement simples et de pas chercher à faire des trucs en plus. Hein. Par exemple, le delete, on a vu, on cherche pas à faire un delete distribué avec des locks. On va faire des choses simples. Allez, dernière question et je continue. Est-ce que s'il y a plusieurs nœuds qui se retrouvent isolés du réseau, il y a un mécanisme de réconciliation une fois qu'ils se retrouvent en fait que les deux grappes se retrouvent, puisque le client lui pourrait continuer à parler indépendamment à chacune des 2 grappes, donc écrire sur un nœud, écrire sur l'autre nœud qui va pas contacter le premier, donc il va y avoir des hints. Et qu'est-ce qui se passe? Donc s'ils arrivent à se reparler dans un laps de temps assez réduit, on va avoir le mécanisme de hinted end-off qui marche. Sinon, on a le node repair qu'il va falloir lancer à la main. Et puis ce qu'on va voir, on va voir un 3e mécanisme tout à l'heure. Là, je vais faire une petite pause technique pour vous dire finalement, là, souvenez-vous, on peut avoir énormément de données. L'idée de Cassandra, c'est quand même on stocke des gigas et des gigas de données. Qu'est-ce que les nœuds N3 et N1, par exemple, vont échanger entre eux? Ils vont pas échanger et comparer les données. En fait, ce qu'ils vont échanger, ce sont ce qu'on appelle des Merkle trees. Alors Merkle tree, ça a été inventé par Monsieur Merkel en 82 et il y a même une patente, enfin un brevet là-dessus. Donc j'ai pris une photo du brevet. L'idée du Merkle tree, c'est qu'en fait, vous allez faire un hachage de chacune de vos valeurs. Donc je ne sais pas quelle est la granularité au niveau de Cassandra, mais prenons de manière théorique, on fait un hachage de chaque colonne, par exemple, la valeur de chaque colonne. On va créer un hachage, et puis ensuite, on va faire un hachage de hachage. C'est-à-dire le niveau supérieur, niveau parent, il va hacher les deux valeurs. Comme ça. Et on va faire différents niveaux, jusqu'à arriver au sommet de la pyramide, où en fait on a un hash de hash de hash de hash de hash. D'accord ? Et donc ce que les nœuds vont faire, en fait, ils vont s'échanger uniquement le point, le nœud d'entrée de l'arbre. Et si cette valeur est la même sur les 2 serveurs, bah, ça veut dire que tout le reste de l'arbre est identique. Et que donc les données sont bien à jour, ont bien les mêmes données des 2 côtés. Imaginons que la donnée parente ne soit pas la même. Ce qu'ont faire les serveurs, ils vont s'échanger les 2 fils, les 2 premiers fils, et ils vont regarder. Peut-être qu'un des 2 fils sera à jour. Dans ce cas-là, ça veut dire que toute la zone, par exemple à droite, est à jour. Et si l'autre n'est pas à jour, ça veut dire qu'il y a un delta dans un des fils, etc. Donc on va s'échanger ensuite les fils jusqu'à éventuellement tomber, sur les données qui sont désynchronisées. Ça, c'est une des beautés de Cassandra. Il y a plein de choses comme ça en fait dans l'architecture. Ils n'ont pas réinventé la roue, ils utilisent des trucs assez poussés qui marchent bien, à bon escient. Et c'est c'est très intéressant en fait de regarder tout ça, le code source. On apprend plein de choses. Moi, je connaissais pas avant de regarder Cassandra. Merkle tree, ça c'est pour briller dans les salons. En lecture, on a vu l'écriture, maintenant on va voir la lecture. C'est le même principe, vous avez deviné, il y a un consistency level en lecture. C'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont les mêmes termes. On va voir le consistency level 1. Alors en 1, ce qu'on veut, c'est qu'on nous renvoie la valeur d'un des nœuds, en fait. Donc là, dans ce cas-là, on choisit le nœud intermédiaire va choisir le nœud 1 et il renvoie la valeur. Alors, on
va toujours essayer de choisir, lancer d'abord la connexion sur le nœud qui répond le plus rapidement. Là, c'est important en fait de distinguer quel nœud on va choisir en priorité, parce qu'on ne va pas faire le même type de requête sur les nœuds. En fait, on ne va pas faire des demandes de lecture partout. Avec le Consistency Level 1, on va choisir donc le nœud qui répond le plus rapidement, et s'il répond, on renvoie la valeur au client. Mais ce n'était pas forcément la valeur la plus récente. D'accord ? Mais le client est content parce que c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé, voilà, je veux une version. Et puis en background, ce qui va se passer, c'est que le nœud N6 va envoyer des commandes de digest, en fait, va demander les valeurs de hachage de la colonne qui était concernée pour voir si les autres avaient bien la même version ou pas, en fait. Après coup, il se dit, ah bah tiens, est-ce qu'il n'y avait pas des deltas? Et si on détecte des deltas, on va faire, le nœud N6 va réparer les données qui n'étaient pas synchrones. Donc là, sur ce schéma, on voit par exemple que N1 avait la version 2 de la donnée, il avait la version la plus récente, mais que N2 n'avait pas la version la plus récente. Donc ce qui se passe, c'est qu'en background, après coup, on va mettre à jour V1. Donc c'est une espèce de mécanisme qui, au fil des requêtes, des demandes de lecture, va réparer un peu le système. Alors c'est configurable, on peut le désactiver, et par défaut, on ne va pas le lancer à chaque fois, mais on va le lancer dans 10% des cas. D'accord ? Vous pouvez complètement le désactiver, c'est-à-dire que dans 90% des cas, on ne va pas chercher à faire des comparaisons en arrière-plan, parce que ça peut consommer pas mal de ressources. Oui. Ah ben alors on va l'utiliser là. Donc en fait déjà il est utilisé en fait le timestamp ici. Le digest va permettre de voir qu'en fait il y a une différence. Ça veut dire qu'il faut aller récupérer vraiment la valeur. On récupère vraiment la valeur et on va comparer les timestamps. On va voir que V1 a un timestamp plus ancien que V2 et donc du coup on va mettre V2. Alors, voilà, là c'était un cas où dans cet exemple, on va lire la donnée sur N1, mais N1 n'a pas la dernière version. Donc en fait, on va répondre avec la version V1, on va dire OK, et puis en background, on va réparer N1 et N2. Ça veut dire qu'en fait, avec Cassandra, vous allez pouvoir lire une première fois une donnée, puis si juste derrière vous relisez la même donnée, hop, vous avez une valeur différente. Encore une fois, ce sont les cas aux limites. En général, la réplication fonctionne bien, mais c'est intéressant de voir. Quand on fait des TP, c'est le genre de truc qu'on arrive, on peut simuler ça assez facilement et voir ça. Donc le read repair, encore un mot de vocabulaire, c'est notre troisième mécanisme de reprise sur erreur et c'est configurable. Est-ce que ça vous paraît clair? Une question? Ah, très bonne question. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Le timestamp, c'est le client qui donne le timestamp. D'accord? C'est pas le serveur. C'est assez surprenant, mais c'est le client qui fixe le timestamp. Et pour cette raison, c'est important que tous les clients soient synchronisés. Mais il faut aussi que les serveurs Cassandra soient synchronisés. Donc un bon système bien configuré, tout le monde est à la même heure. Les clients, qui sont normalement pas loin, et les serveurs Cassandra. Donc la lecture en quorum, ça va être le même principe. On va contacter cette fois-ci deux nœuds. On va quand même faire une demande pour le deuxième nœud contacté, on va faire une demande de digest en hachage. Si on voit que la donnée est différente, on va réclamer la donnée. Et c'est là qu'on va décider en fonction du timestamp, une fois qu'on aura récupéré V1 et V2, qu'on va décider quelle donnée renvoyer au client. Et le contrat, c'est de renvoyer la donnée la plus récente parmi deux réplicas qu'on aura réussi à contacter. D'accord ? Là, ce qu'on voit dans cet exemple, c'est qu'on ne cherche pas à contacter une troisième réplica. On en choisit deux. Et on va choisir les deux qui répondent le plus rapidement possible. Mais si le digest est OK, il n'y a pas besoin d'aller chercher la valeur une deuxième fois.
Voilà, donc la suite, on fait un read repair en background. Ouais. Alors, la question c'est comment il sait qu'il y en a qui répondent plus vite que d'autres. Donc c'est qu'en fait, on va mesurer à chaque fois qu'on fait une lecture, on mesure le temps de réponse des nœuds en fait. Donc on maintient à peu près, on a Cassandra a une vague idée de qui répond vite ou pas. Voilà. Et évidemment, si tout le monde se met à contacter celui qui répond le plus vite, bah, il va se mettre à répondre moins vite. Et puis donc, ça va s'équilibrer. Le système va trouver son équilibre. Donc le cas suivant, imaginons que le nœud N6 sache qu'il y ait deux nœuds qui soient down et que le client lui demande une valeur avec un consistency level quorum. Bah là, le nœud N6 va dire moi je ne sais pas répondre à cette demande parce que je ne peux pas aller récupérer deux valeurs et les comparer, je ne pourrais aller en récupérer qu'une, je ne réponds pas. Donc on n'aura pas de réponse de Cassandra, on aura un chaos. Pourtant, il y a bien la valeur qui est dispo quelque part. Mais c'est le client qui a dit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est deux valeurs. C'est la plus récente parmi deux ou rien. Et en consistency level all, on va contacter les trois nœuds. Alors consistency level all, c'est bien, ça va permettre de faire du read repair. Mais il faut attendre la réponse de tous les serveurs. Une question ? Alors, si on récupère deux réponses et qu'elles sont différentes, tu veux dire que le nœud N6 récupère... ce qui va se passer là, par exemple, ce qu'on a vu ici, voilà, c'est ce cas-là, par exemple, on récupère deux réponses, elles sont différentes. Le nœud N6, lui, va choisir la colonne, enfin les versions les plus récentes, et va l'envoyer au client. C'est le contrat, on veut la plus récente parmi deux répliques. Et ensuite, il va faire le read repair en background. Non, sur celui où il a vu. Ah non, il ne serait pas allé le faire. Bonne question. Si N3 avait eu V1 ici, non, il ne l'aurait pas fait sur ce coup-là. Il l'aurait peut-être fait sur le coup d'après, parce que peut-être qu'il aurait de nouvelles mesures qui lui indiquent que N2 est un peu lent en fait. Et il aurait contacté N3. Il faut imaginer que tout ça, ça va se propager de différentes manières. Voilà. Donc en fait, on peut se retrouver dans des cas avec tout ça, si on reprend tout ce qu'on a vu. Imaginons qu'on écrive, on a un replication factor égal à 3, donc 3 copies. Imaginons qu'on écrive en 1 et qu'on lise juste derrière en 1, on n'est pas sûr de lire la donnée qu'on vient d'écrire en fait. Il se peut très bien que Cassandra ait décidé de l'écrire sur le nœud 1, et puis juste derrière on fait la lecture, on va lire sur le nœud 3, mais le nœud 3 n'a pas encore eu la donnée. Alors comment on fait pour s'assurer que ce qu'on a écrit, on peut le lire derrière immédiatement? En fait, il y a une petite formule toute simple qui dit que le nombre de nœuds contactés en écriture plus le nombre de nœuds contactés en lecture, si ça c'est supérieur strictement au replication factor, alors on est sûr qu'on va pouvoir lire notre donnée. Et le cas trivial, c'est par exemple, vous écrivez en all, d'accord, Cassandra vous répond OK, et derrière vous lisez en 1, vous êtes sûr que vous avez bien la donnée que vous venez d'écrire. Inversement, si vous écrivez en 1 et que juste derrière vous lisez en all, vous allez être sûr aussi que Cassandra va récupérer les données et va prendre la plus récente. Avec un schéma, c'est mieux. Dans le premier cas, j'écris par exemple en quorum et juste derrière je lis en 1. On voit que je peux me retrouver dans le cas où je vais lire sur un nœud qui n'a pas encore la donnée ou qui a une vieille donnée. Alors que dans l'autre cas, j'écris en quorum, je lis en quorum, j'ai un point d'intersection qui est N2. Et donc, quand je vais lire sur N3 et N2, Cassandra va me renvoyer la valeur la plus récente des deux et ce sera bien N2. Et ce sera bien ce que j'ai écrit. Alors, j'avais prévu une démo, mais je pense qu'on va pas avoir le temps. Je vais avancer, on fera peut-être une démo après si on a le temps, si ça vous va. Est-ce que vous voulez faire une pause ou pas? Moi perso, ça va, je peux continuer.
pense qu'on est en retard en fait. Ok, on continue alors. Ça c'est un petit bout de code pour calculer le token. Question, on en a déjà pris beaucoup. Est-ce qu'il y en a quand même? Bah oui, je crois que la présentation elle est filmée. Je sais pas, c'est Devox, j'ai dû signer un papier. Comme quoi il faisait ce qu'il voulait de la présentation. C'est oui, vous y aurez accès. Alors attends, on va essayer de te donner le micro, si possible, parce que... Merci. Comme la fonction de hachage, ça permet de répartir égalitairement les données. C'est un avantage. Par contre, ça a un énorme inconvénient. C'est, imaginons qu'on ait des clés du style, je sais pas, on va loguer. On va dire qu'on met tous nos logs et on met dans la clé le niveau de log, tirer le timestamp inversé ou quelque chose comme ça. Et je veux récupérer toutes les données en erreur de telle date à telle date. D'accord. On va contacter tous les nœuds. Alors, très bonne question. En fait, la question, donc, en fait, dans ta modélisation, toi, tu te dis que chaque donnée de log, tu vas plutôt le stocker, tu vas attribuer une row à chaque log, en fait. Peut-être qu'il faudra faire une row plus plein. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, Cassandra, enfin, ce dont on parle ici, on part du principe qu'on cherche à répartir les rows de manière uniforme. Donc, forcément, tout ce qui est query sur les rows, ça va être complètement inefficace. On va pas pouvoir, par exemple, se dire là, je veux toutes les rows avec les users triés dans l'ordre, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est réparti sur tous les nœuds et ce serait compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est on va plutôt dire, on va avoir une row avec à l'intérieur tous les users ou des références vers les users. Donc, pour les logs, par exemple, ce serait pareil. On va jamais faire ce qu'on appelle des range queries où on va réclamer justement des listes de rows. Pour ça, j'en ai pas parlé, mais il aurait fallu choisir une autre façon de répartir les données avec une façon ordonnée. D'accord? Où par exemple, on aurait les utilisateurs, si on prend l'email comme Rocky, on prendrait tous les emails qui commencent par A, on les mettrait sur le nœud 0, tous ceux qui commencent par B, etc. Ce serait trié. Mais le problème de cette approche, c'est que on crée des hotspots potentiellement. D'accord? On va se retrouver avec peut-être plus de données à certains endroits et moins à d'autres. Là, l'idée, c'est on répartit uniformément, donc on se coupe la possibilité de faire des queries sur les rows. Consistency level, c'est le client qui le fixe. Tout à fait. Il peut être différent suivant les clients, suivant ce qu'on veut. On fait... Et exactement. Donc, consistency level, c'est le client qui le définit au moment où il fait sa requête. Et le replication factor, c'est côté serveur. Il peut être changé, mais en général, on ne s'amuse pas à le changer tout le temps. Allez, dernière question et on passe aux performances. Ah, alors... Alors, le replication factor, il est défini par keyspace. Donc, dans un keyspace, on va mettre de manière logique des colonnes family et elles vont partager le même replication factor. Voilà. C'est à vous d'organiser ça. Les données importantes, vous voulez les répliquer plusieurs fois. Les données pas du tout importantes, peut-être une fois ou deux, ça suffit.